Octobre 2024, gouvernorat de Gharbia, Égypte. La petite Rimas, 3 ans, joue devant chez elle. Sa mère, souffrante, s'est assoupie à l'intérieur. Quelques instants d'inattention, quelques minutes de silence. Et puis, plus rien. Rimas a disparu. Une tragédie qui en ravive une autre. 4 mois plus tôt à peine, la famille enterrait déjà la sœur de Rimas. L'alerte est donnée. Le père cherche paniqué. Le village entier se mobilise, fouille chaque recoin, chaque ruelle. Mais les heures passent et Rimas reste introuvable. Face à l'échec de recherche et l'angoisse devenant insoutenable, le père se rend au poste de police pour signaler officiellement la disparition de sa fille. Quelques jours plus tard, à plusieurs kilomètres de là, près d'un village avoisinant, des passants remarquent quelque chose d'inhabituel flottant dans les eaux troubles du canal. Un grand sac, lourd, échoué près de la rive. La curiosité se mêle à un mauvais pressentiment. L'un d'eux s'approche et tire le sac hors de l'eau. L'horreur est instantanée. À l'intérieur se trouve le corps sans vie d'une petite fille. L'appel à la police est immédiat. Les enquêteurs arrivent sur les lieux et le corps de la petite victime est transporté pour une autopsie. La première mission des policiers est simple mais cruciale. Mettre un nom sur ce visage d'ange. Très vite, le lien est fait avec la disparition de la petite Rimas, signalée par sa famille quelques jours plus tôt. Les enquêteurs se préparent à la plus terrible des missions. Annoncer la nouvelle aux parents et leur demander d'identifier le corps. Pour le père et la mère de Rimas, le dernier fil d'espoir auquel ils se raccrochaient vient de se rompre. Leur fille a été assassinée. L'enquête pour meurtre est officiellement lancée. Les policiers retournent au village, mais cette fois, leurs questions sont différentes. Qui aurait pu commettre un acte aussi monstrueux? Ils se tournent alors vers leur seul espoir, les caméras de surveillance. Ils découvrent finalement celle de l'usine qui surplombe la route près du canal où le corps a été retrouvé. Après des heures de visionnage, une silhouette attire leur attention. Une femme portant un grand sac le jette dans l'eau. La police convoque le père de Rimas. Il lui montre l'extrait vidéo. Sa réaction ne se fait pas attendre. D'une voix brisée par le chagrin, il identifie la personne sur l'écran et livre aux enquêteurs le nom de l'assassin de sa fille. Oui, c'est ma voisine. C'est Najla. La déclaration du père fait l'effet d'une bombe. La voisine compatissante, celle qui participe aux recherches, est maintenant la suspecte numéro 1. Invitée au poste pour un complément de témoignage, Najla ne se méfie pas et continue de jouer son rôle. C'est en entrant dans la salle d'interrogatoire qu'elle comprend que son statut a changé. La porte se referme, le piège aussi. Face aux questions, elle maintient sa version avec un sang-froid déconcertant. Les enquêteurs allument alors un écran. Les images qui défilent sont sans appel, signant la fin de ses mensonges. Confrontée à la preuve irréfutable, Najla s'effondre. Les dénégations laissent place aux aveux. Oui, c'est bien elle qui a tué Rimas. Quand les enquêteurs lui demandent pourquoi, elle raconte une histoire sordide de fierté blessée et de vengeance disproportionnée. Tout a commencé 21 jours plus tôt. La mère de Rimas est au marché et s'aperçoit que 2 paquets de pâtes ont disparu de son sac. Alors qu'elle cherche à comprendre, des témoins mettent fin à son questionnement. Ils viennent de voir Najla se servir directement dans son sac. La confrontation est publique, humiliante. Najla nie farouchement, mais sous la pression des autres vendeurs qui menacent d'appeler la police, elle est forcée de rendre son butin dérisoire. C'est là, se sentant bafouée, exposée aux yeux de tous, que la rage s'empare d'elle. En partant, elle lance à la mère de Rimas une promesse glaçante. Je jure que je brûlerai ton cœur sur ce que tu as de plus cher. Sur le moment, la mère de Rimas, bien que secouée, ne prend pas ses paroles au sérieux. Pour elle, ce ne sont que des menaces en l'air, typiques des éclats de colère de Najla. Car la méchanceté de sa voisine était tristement célèbre dans le village. Voleuse, violente, manipulatrice, tout le monde connaissait sa mauvaise réputation et tentait de l'éviter. La mère de Rimas a donc préféré ignorer l'incident pour ne pas envenimer les choses, sans se douter une seconde que Najla, elle, n'oublierait pas. Pendant 21 jours, Najla a laissé sa rancune, son plan macabre mûrir. Ce jour-là, pour une poignée de pâtes, elle a condamné la petite Rimas. Elle raconte alors le déroulement de son crime. Il a attiré l'enfant chez elle. Et là, elle révèle un détail qui achève de peindre le tableau d'une famille monstrueuse. Son propre fils, un adolescent, l'a aidé. Il a maintenu les jambes de Rimas pendant que sa mère l'étranglait de ses propres mains jusqu'à lui briser le cou. Une fois leur crime accompli, le dieu macabre cache le petit corps de Rimas dans un grand sac en toile. Najla attend ensuite le bon moment pour se débarrasser de sa victime. Sans le moindre remords, elle aile un tuk-tuk, le lourd fardeau sur l'épaule, et demande au chauffeur de la conduire près du canal. C'est là, sur la berge, qu'elle rouge la scène que les caméras de surveillance ont immortalisée, jetant le sac contenant Rimas dans les eaux sombres. La confession est totale, monstrueuse. Le mobile est dérisoire, l'acte d'une barbarie sans nom. Pour les enquêteurs, le puzzle est assemblé, mais l'horreur de la vérité est absolue. Le procès de Najla et de son fils s'ouvre.
Face aux preuves accablantes, le verdict tombe, sévère et sans équivoque. Mais aucune sentence ne peut apaiser la douleur. Pour la famille de Rimas, la vraie peine est éternelle. Sa mère, inconsolable, passe ses journées à regarder la photo de sa fille. Sa grand-mère se remémore ses éclats de rire. Son père est quant à lui hanté par un souvenir. Une dernière conversation qui résonne aujourd'hui comme une prémonition insoutenable. Quelques jours avant le drame, lors d'un mariage de famille, la petite Rimas s'était agrippée à lui. En jouant, il lui avait murmuré ces mots d'enfant. « Papa, je vais mourir et on va me mettre dans un sac. » Des paroles spontanées qui n'avaient pas compris sur le moment, mais qui se sont transformées en une prophétie terrifiante, gravée à jamais dans sa mémoire. La justice a rendu sa sentence. Pour le meurtre de la petite Rimas, Najla est condamnée à la peine capitale. Son fils, complice, est condamné à une peine de prison pour mineur.